Parfois, la solitude pousse les femmes à prendre des décisions irréfléchies et elles commencent à communiquer avec des personnes qui peuvent apporter le malheur dans leur vie. Quand une atmosphère tendue règne à la maison, cela laisse des traces profondes dans les âmes de tous les membres de la famille, particulièrement chez les enfants. Malheureusement, parfois la situation devient si compliquée qu'elle mène à des conséquences irréversibles. Un matin d'octobre 1995, tout a commencé par un appel inquiétant au numéro d'urgence 911. Au téléphone se trouvait Jennifer Wertz, âgée de 14 ans. Sa voix tremblait, les mots se bousculaient. Jennifer, agitée, informa la centrale qu'elle avait quelque chose de rouge sur ses mains qui indiquait un incident avec sa mère. Jennifer ajouta en chuchotant qu'une personne dangereuse se trouvait dans la maison et qu'elle avait peur. L'opératrice envoya immédiatement des forces d'intervention à l'adresse indiquée. Les officiers arrivant sur place virent une scène inhabituelle. Jennifer et un homme inconnu étaient assis silencieusement sur la véranda de la maison. Extérieurement, Jennifer semblait étonnamment calme, ce qui contrastait fortement avec la réaction des officiers expérimentés qui entrèrent dans la maison. Le calme de Jennifer avait une raison simple. Après des heures de stress, elle n'avait simplement plus de force pour les émotions. La scène dans la maison rappelait le décor du thriller le plus sombre. Au centre de la pièce se trouvait une femme de 43 ans, dont l'état était si grave que ses traits étaient à peine reconnaissables. Les forces de l'ordre local ont avoué n'avoir jamais été confrontées à de tels incidents. L'histoire était liée à une autre affaire mystérieuse dans la vie de Jennifer. Le 22 février 1991, 4 ans avant ces événements, la voisine de Jennifer, Dede Rosenthal, qui vivait au 7e étage, disparut dans des circonstances étranges. L'examen de l'appartement ne révéla aucune trace d'effraction ou de lutte, aucun indice pour l'enquête. Après un certain temps, il y eut des rapports indiquant que la femme avait été vue en ville. Cependant, ces témoignages furent tentés les dernières nouvelles de Dede. Après sa mystérieuse disparition, l'enquête arriva dans une impasse. En examinant les deux incidents, les enquêteurs conclurent que la même personne était impliquée. Dans la presse, on l'appelait « l'étranger » de Cherry Hill. Par chance, cette fois Jennifer n'a pas été blessée. Jennifer Wertz est devenue la seule personne capable d'éclaircir ces événements mystérieux. Mais les informations que les enquêteurs allaient découvrir dépasseraient les suppositions les plus audacieuses. L'histoire de la famille de Jennifer a commencé avec le déménagement à Somerset Tower, qui s'est produit 7 ans avant les événements principaux. Après la séparation de ses parents, elle s'est installée avec sa mère Rebecca dans un immeuble de 7 étages à Cherry Hill, New Jersey. Leur nouveau foyer est devenu un appartement confortable dans ce complexe résidentiel. Jennifer a remarqué à quel point cette période était difficile pour sa mère. Plus tard, elle l'a attribuée aux conséquences du divorce. Mais bientôt, une nouvelle personne est entrée dans leur vie. Un concierge nommé Eddie, dont le vrai nom, comme on l'a découvert plus tard, était Charles Radish. Au début, il donnait l'impression d'être un plaisantin, faisant constamment des blagues et paraissant très positif. La relation s'est développée rapidement, et bientôt Eddie a emménagé chez elle. Pour Rebecca, qui était encore dans un état émotionnel difficile après le divorce, ces changements semblaient être le bonheur longtemps attendu. Elle semblait s'épanouir aux côtés de son nouveau partenaire. Avec le temps, le caractère d'Eddie a montré un autre côté. Il s'est avéré être un manipulateur habile qui voulait contrôler chaque petit détail. Son humeur changeait de façon imprévisible. Une personne qui riait pouvait soudainement devenir complètement différente. Malgré ces signes inquiétants, Rebecca hésitait à prendre des décisions sérieuses et continuait d'observer le comportement de son élu. Progressivement, l'homme a gagné la confiance totale de Rebecca et est devenu membre de leur famille.
Il a commencé à passer du temps avec Jennifer quand sa mère travaillait les week-ends. C'est alors que Jennifer a reconnu sa vraie nature. Eddie a commencé à se comporter de manière totalement inappropriée envers Jennifer. Jennifer a rassemblé son courage et a dit à sa mère la vérité sur le comportement d'Eddie. La réaction de sa mère a été complètement inattendue. Rebecca n'a pas cru sa fille et a froidement rejeté ses paroles comme une invention. Cela est devenu la cause d'une profonde blessure entre Jennifer et sa mère. L'inaction de la mère, qui n'a même pas essayé de vérifier les paroles de sa fille, a conduit à la poursuite du comportement inapproprié d'Eddie. Jennifer essayait de rester à l'école le plus longtemps possible et évitait de rentrer à la maison où on la considérait comme une menteuse. Cette situation douloureuse a duré 3 années entières. Fin février 1991, les enquêteurs ont recherché la mère en lien avec la mystérieuse disparition de la voisine d'Ed Rosenthal. Ils ont interrogé tous les résidents pour recueillir toute information sur la personne disparue. Le même jour, une conversation a eu lieu avec Eddie, un employé de la résidence. Les enquêteurs ont été déconcertés par sa déclaration selon laquelle ils ne connaissaient pas Did, bien qu'ils aient été voisins pendant longtemps. En tant que concierge de la résidence, il aurait dû régulièrement rencontrer cette femme de 32 ans qui travaillait comme médecin généraliste. Tous ceux qui connaissaient Did, collègues, patients, voisins et proches, la décrivaient exclusivement de manière positive. On avait l'impression que cette femme qui avait récemment déménagé du Canada aux États-Unis n'avait pas d'adversaire. Dédé a été vue pour la dernière fois le 22 février, comme l'ont rapporté plusieurs témoins. Après cette date, il n'y a plus eu de nouvelles d'elle. Les enquêteurs ont parlé non seulement avec les voisins, mais aussi avec les proches de la disparue. Son frère Blaine a mentionné que sa sœur avait envisagé un travail à l'Institut Elwyn à Philadelphie, une clinique spécialisée pour les enfants autistes. Ce rêve est né pendant ses années d'études, ce qui était aussi la raison de son déménagement aux États-Unis. Blaine a admis qu'il s'opposait à sa décision de quitter le Canada. Il comprenait que les États-Unis étaient un pays au mode de vie et aux traditions complètement différents de leur terre natale. Face à la détermination de sa sœur, il n'a pu qu'insister pour qu'elle vive aux étages supérieurs d'une résidence surveillée. Il se sentait ainsi plus rassuré quant à son bien-être. En conversation avec les enquêteurs, Blaine a raconté comment il avait essayé de dissuader sa sœur de déménager, mais sa conviction était inébranlable. Plus tard, il a accepté son choix et n'espérait plus maintenant que son retour rapide. Ses espoirs étaient nourris par des rapports selon lesquels des gens il a vu une femme d'apparence similaire qui se présentait comme Laurie. Malheureusement, ces pistes se sont révélées peu prometteuses. La recherche est arrivée dans une impasse et le lieu où se trouvait Did est resté inconnu. Les enquêteurs ont d'abord concentré leur attention sur 2 résidents du complexe résidentiel. Les 2 ont soulevé des questions auprès des autorités concernant la mystérieuse disparition de Dédé. Le premier à attirer l'attention de la police fut Steve Gomez, un ami proche de la femme disparue. Le second, dans le collimateur, était Charles Reidish, que les voisins surnommaient « l'étrange Eddie » en raison de son comportement inhabituel. Bien qu'il n'y ait pas de preuves directes de l'implication de ces personnes, leur comportement a conduit les enquêteurs à les vérifier à plusieurs reprises. Ils sont restés sur la liste des personnes à surveiller. Les déclarations d'Eddie ont particulièrement attiré l'attention. Selon ses dires, le 22 février, il était dans l'appartement de la famille Wertz et passait du temps avec Rebecca, la mère de Jennifer. Rebecca a effectivement confirmé son alibi. Cependant, les enquêteurs ont remarqué un détail. À la mention du nom de l'ami de sa mère, l'expression du visage de Jennifer a changé notablement. Cette peur sincère dans les yeux de l'enfant était si évidente que plusieurs enquêteurs l'ont immédiatement remarqué. Malheureusement, les soupçons n'étaient pas suffisants pour les autorités. Sans preuve concrète, ils ne pouvaient pas prendre de mesures contre le résident excentrique. Malheureusement,
Jennifer a dû endurer quelques années difficiles avant que la situation ne change. Bientôt, la famille Wertz a quitté le complexe résidentiel. Cela aurait pu sembler suspect s'il n'y avait pas le fait que de nombreux voisins avaient également décidé de déménager, inquiets pour leur sécurité. L'histoire a attiré beaucoup d'attention et généré différentes versions de ce qui s'est passé avec Dede. Les gens ne voulaient pas continuer à vivre à côté de quelqu'un qui soulevait tant de questions, et progressivement le complexe s'est vidé. Pendant ce temps, l'enquête se poursuivait, mais chaque nouveau détail ne faisait que rendre l'image de ce qui s'était passé plus complexe. En examinant l'appartement de Dede, les experts ont rencontré une situation inhabituelle. Les lieux semblaient impeccablement propres, sans signe d'intrusion ou de désordre. La seule particularité était la porte d'entrée non verrouillée, un détail complètement atypique pour la propriétaire de l'appartement. Les spécialistes n'ont trouvé aucune trace inquiétante. Même le lit était parfaitement fait, comme si Dede n'était parti que pour un moment. Tous les objets de valeur sont restés à leur place. Le seul indice était un reçu de 80 $ du distributeur automatique trouvé dans l'agenda. Cependant, aucun argent n'a été trouvé ni dans le sac à main, ni dans le portefeuille. Il semblait que Dede Rosenthal avait décidé de quitter son domicile de sa propre volonté. L'enquête a révélé que la femme avait certaines difficultés financières. Ses dépenses dépassèrent ses revenus, générant des dettes. Cependant, ces dettes ne semblaient pas assez critiques pour causer des problèmes sérieux. Mais était-il possible que Dede ait décidé de se cacher elle-même des créanciers? Après avoir interrogé les résidents, les enquêteurs sont tombés sur une déclaration inhabituelle. Une voisine âgée a raconté quelque chose qui différait significativement des autres témoignages et a suscité l'inquiétude. La femme a rapporté que le 22 février, vers 4 heures du matin, elle avait été réveillée par d'étranges coups forts venant d'en haut, de l'appartement de Dede. Le bruit était si net qu'elle a sursauté. Ensuite, un silence total s'est installé et la voisine, supposant que quelque chose était simplement tombé accidentellement, s'est vite rendormie. Les autres résidents de l'immeuble n'ont rien pu signaler de remarquable et l'enquête s'est enlisée. L'histoire de la mystérieuse disparition de la respectée docteure a rapidement attiré l'attention de la presse. Les journalistes ont activement rapporté les événements, les rendant accessibles au public. Les années ont passé, mais la situation restait peu claire en raison du manque d'indices substantiels. Avec le temps, la famille Wertz a déménagé dans une nouvelle maison au nord de Cherry Hill. Mère et fille pensaient souvent à Dede et s'interrogeaient sur son destin. Peu à peu, l'histoire est tombée dans l'oubli. Même la police a supposé que Dede était peut-être retourné au Canada. Seul Blaine a continué à chercher sa sœur et n'a pas accepté les réponses formelles des autorités qui ne pouvaient pas fournir d'informations concrètes. Pendant cette période, il a fait 67 voyages à Cherry Hill, a examiné toutes les installations et parlé avec les habitants. Plus tard, il a avoué que la recherche était devenue une obsession pour laquelle il avait presque tout perdu, y compris sa propre famille. Après un autre voyage infructueux, sa femme l'a accueilli en lui demandant de quitter la maison. Leur mariage était terminé. La famille Wertz a également rencontré des difficultés. Dans le nouvel endroit, ils ont pleinement compris pourquoi Eddie avait reçu le surnom de le fou. Son comportement est devenu de plus en plus imprévisible. Tantôt il tombait dans un état infantile. Tantôt il accablait mère et fille d'insultes. Bien que Jennifer n'ait jamais assisté à des conflits directs entre Eddie et sa mère, elle sentait que Rebecca souffrait de son instabilité. Malgré les constantes crises émotionnelles de Rebecca dans une tentative de contrer les escapades de son partenaire, ils ont continué à vivre ensemble et elle s'est accommodée de la situation. Jennifer a dû vivre pendant de nombreuses années avec le caractère difficile d'Eddie.
Jennifer comprenait les sentiments de sa mère, mais ne pouvait pas accepter son affection pour Eddie. Pendant longtemps, elle a essayé de convaincre Rebecca de mettre fin à cette relation difficile qui leur causait tant de chagrin. Après de nombreuses conversations, la mère a finalement accepté les arguments de sa fille. Elles ont développé un plan minutieux. Elle déménagerait discrètement chez la grand-mère de Jennifer, où Eddie ne les avait jamais visités et ne pourrait pas les trouver. Pour Jennifer, cette décision était une lueur d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle pourrait commencer une nouvelle vie paisible, sans souci constant. Le plan semblait parfait et l'avenir se dessinait en couleurs vives. Mais tout a changé quand Rebecca a imprudemment parlé à Eddie de leurs intentions. Ce jour-là, Jennifer terminait l'année scolaire. À la demande de sa mère, elle avait déjà emballé et caché les affaires les plus importantes. Elles avaient convenu que sa mère viendrait la chercher après les cours vers 6 heures. Après le match de hockey avec ses camarades de classe, Jennifer est allée au parking et s'est figée. Eddie était au volant et sa mère sur le siège passager. Jennifer n'a pas pu contenir ses émotions et a dit à sa mère tout ce qu'elle pensait de la promesse brisée. Rebecca a simplement demandé à sa fille de monter dans la voiture et de ne pas faire de scène. Un silence tendu régnait dans la voiture. Jennifer sentait que quelque chose n'allait pas. Eddie lui jetait des regards étranges dans le rétroviseur. Son attention pénétrante inquiétait Jennifer. Elle s'inquiétait de ce qui pourrait se passer à la maison. Son intuition lui disait « Eddie avait prévu quelque chose pour les retenir », mais elle ne pouvait même pas imaginer les véritables intentions de cet homme. À l'arrivée, il s'est comporté inhabituellement, calmement. Eddie a parlé d'organiser un dîner familial avant leur départ. Cependant, Jennifer sentait la fausseté dans ses paroles. Ses soupçons se sont renforcés quand ils sont arrivés à la maison. Dans la cuisine, il n'y avait aucun signe d'un dîner préparé. À sa question sur ce qui se passait, Eddie a commencé à expliquer quelque chose d'incompréhensible. Incapable de rassembler ses pensées, il a soudainement déclaré qu'il avait besoin urgemment des clés de la voiture, soi-disant pour acheter de la nourriture. Il les a saisies et a quitté précipitamment la maison sans attendre de réaction. Ce soir-là, Jennifer supplia sa mère de quitter la maison avant le retour d'Eddie. Elle avait un étrange pressentiment, mais Rebecca balaya ses inquiétudes d'un geste, disant qu'elle devait attendre Eddie. Il aurait apparemment préparé une surprise pour elle. Jennifer, contrariée, monta et s'allongea sur son lit. Elle s'assoupit bientôt, mais fut réveillée vers 2 heures du matin par des bruits inquiétants venant du rez-de-chaussée. Jennifer se figea et écouta. Quelque chose en elle lui disait de rester dans la chambre, mais l'inquiétude pour sa mère l'emporta. Pendant qu'elle descendait l'escalier, elle entendait les bruits devenir plus distincts. Chaque pas lui était difficile. Ses jambes semblaient de plomb. Lorsqu'elle atteignit l'encadrement de la porte, Jennifer vit ce qui se passait dans le salon et son cœur s'arrêta. Rebecca gisait au sol et Eddie se tenait au-dessus d'elle. Quand il remarqua Jennifer, il se retourna brusquement. L'instant d'après, il l'attrapa et la conduisit dans une pièce. En passant près de sa mère, Jennifer remarqua qu'elle respirait difficilement. Jennifer le supplia de la laisser partir, mais Eddie n'écoutait pas. Avec le temps, Jennifer cessa de résister et ne faisait plus que prier silencieusement pour que tout finisse rapidement. L'espoir l'avait abandonnée. Quand l'aube teinta le ciel, l'homme s'assit au bord du lit à côté de Jennifer. De façon inattendue, Eddie lui demanda l'impensable, mettre fin à son existence. Jennifer refusa. Alors il dit désespérément qu'il ne resterait pas ici car il craignait la détention. Pourtant, Jennifer ne put se résoudre à un tel acte, malgré tout ce qui s'était passé, même quand il s'agissait d'Eddie. Dans cette situation sans issue,
Elle se souvint des méthodes qu'elle avait vues dans des émissions sur le travail des services spéciaux, avec des personnes particulièrement dangereuses. Avec un incroyable sang-froid, elle écouta calmement l'homme qui avait causé des problèmes à elle et à sa mère pendant des années et qui avait récemment fait quelque chose d'impardonnable. Progressivement, grâce à des techniques psychologiques, Jennifer réussit non seulement à se protéger, mais aussi à le convaincre de se rendre. Elle lui expliqua qu'une confession sincère sur un trouble mental temporaire pourrait conduire à un traitement plutôt qu'à l'isolement, où un accord avec les enquêteurs pourrait atténuer les conséquences. Eddie, qui avait visiblement perdu son sang-froid, courait dans la pièce avec un objet dans les mains. Apparemment, ce n'est que maintenant qu'il réalisait l'ampleur de ses actes. Jennifer, 14 ans, réussit miraculeusement à le convaincre de se rendre. Jennifer appela les urgences. Sa voix tremblait. Les mots se mélangeaient. Elle était à bout de force. Étonnamment, elle réussit à calmer cet homme. Il l'aida même à se lever et à aller sur la véranda. Le répartiteur annonça l'envoi d'une patrouille et leur demanda d'attendre. Il est difficile d'imaginer les sentiments de Jennifer à ce moment-là. Elle connaissait le caractère imprévisible du compagnon de sa mère et savait que la situation pouvait changer à tout moment. Néanmoins, ils attendirent calmement l'arrivée des forces de l'ordre, qui les séparèrent immédiatement. Eddie décida de suivre le conseil de Jennifer concernant le trouble mental. L'enquêteur qui travaillait sur cette affaire remarqua l'étrange réaction du détenu à la question sur l'endroit où se trouvait Rebecca. Celui-ci répondit évasivement qu'elle était dans la maison, et à la question sur l'aide médicale, il dit qu'il était déjà trop tard. Jennifer, qui avait vécu l'inimaginable, avait besoin d'une aide professionnelle urgente. Malgré son état, l'un des agents dut l'interroger sur ce qui s'était passé. Ensuite, l'enquêteur du commissariat de Cherry Hill arriva. C'était le même enquêteur qui s'était occupé de la disparition de Dead il y a 4 ans. Il se souvenait bien de l'ouvrier suspect, et maintenant il allait le rencontrer à nouveau. Les enquêteurs et Eddie sont arrivés à la maison pour mener des actions d'enquête, apportant des dispositifs d'enregistrement pour les déclarations. Ils ont essayé de reconstituer le déroulement des événements. Les versions des faits racontées par le suspect et Jennifer ne concordaient que partiellement. Quand il s'agissait des événements dans la chambre de Jennifer, leurs témoignages divergeaient. Il a catégoriquement rejeté ces accusations. Il semblait que le détenu refusait de reconnaître ses actions. Quand les enquêteurs ont mentionné l'incident, il a ri de façon inattendue et a qualifié une telle supposition d'absurde. Plus tard, lors de l'interrogatoire, il a néanmoins avoué sa participation. Bien que l'enquêteur du commissariat de Cherry Hill était convaincu qu'Eddie cachait encore beaucoup de détails. Quand les enquêteurs ont remarqué son état émotionnel, ils ont interrogé Charles Radish sur la mystérieuse disparition de sa voisine Dédé Rosenthal il y a 4 ans. Cette question s'est avérée opportune. Le suspect a commencé à témoigner également sur cette affaire. Selon son récit, il est entré tôt le matin dans l'appartement de la voisine par le toit et le balcon pour s'approprier des objets de valeur. Dédé a remarqué sa présence plus tôt que prévu. Les événements ont pris une tournure inattendue. Quand il s'est rendu compte que la femme pourrait l'identifier, il a décidé d'agir. Une confrontation physique s'est développée entre eux, à la suite de laquelle Dédé est tombé au sol. C'est exactement ce bruit qu'a entendu la résidente de l'étage inférieur. Ensuite, il a utilisé un oreiller et s'est enfui. 80$ manquaient dans l'appartement. Plus tard, la police a trouvé un chèque de ce montant. Le lendemain, quand Charles a remarqué des activités inhabituelles à la maison, il a compris qu'on recherchait la personne disparue. Par peur d'être découvert, il est revenu, a dissimulé les traces avec un drap et a tout transporté avec un chariot de course ordinaire jusqu'au parking.
il a caché les effets personnels dans une benne à ordures proche. Après sa confession, Charles a tenté plusieurs fois de montrer aux enquêteurs l'endroit où il avait caché les preuves, mais ne pouvait pas s'en souvenir exactement. Ses paroles ont cependant été crues. Il connaissait des détails que seul un participant direct pouvait savoir. Selon ses déclarations, il s'est rendu au fleuve Delaware. Ce lieu n'était pas choisi au hasard. Des travaux industriels y étaient constamment effectués. Au cours des 4 dernières années, plusieurs mètres de différents matériaux s'y étaient accumulés, rendant la recherche pratiquement impossible. Malgré tous les efforts, aucune preuve n'a pu être trouvée et les recherches ont été arrêtées. Maintenant, un procès judiciaire concernant 2 affaires graves s'annonçait simultanément. Après la conclusion des enquêtes, les 2 affaires ont été transférées au procureur de Cherry Hill. Lors de sa première rencontre avec l'avocat, le suspect, probablement sur le conseil de son défenseur, a retiré toutes les déclarations faites précédemment. Dans l'État du New Jersey, il existe une loi spéciale. Même une confession ne suffit pas pour prononcer un jugement. Des preuves tangibles, recueillies par les enquêteurs au cours du travail sur l'affaire, sont nécessaires. Dans le cas de la disparition de Deed, la situation semblait sans issue. Les enquêteurs n'avaient en qu'une seule piste, un chèque de $80. L'affaire de la famille Wertz a été jugée en premier. Jennifer, la fille de Rebecca, a pu échapper à un terrible destin grâce à sa présence d'esprit et sa capacité de communication. Elle s'est présentée avec assurance lors des audiences. Ses déclarations claires et calmes ont considérablement accéléré le processus. L'expert médical a présenté un rapport détaillé sur l'état de la victime. Les preuves étaient si convaincantes que le jury n'a eu besoin que de 40 minutes pour prendre sa décision. La culpabilité de l'accusé était hors de doute. À l'issue du premier procès, Charles, âgé de 37 ans, a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. En parallèle, le procureur se préparait pour le second procès. L'issue de la seconde affaire semblait moins évidente. Le procureur cherchait la peine maximale possible, car il considérait les actions de l'accusé comme particulièrement graves. Cependant, il était plus difficile de prouver la culpabilité. Charles n'avait laissé aucune trace dans l'appartement de Dédé Rosenthal. Après avoir retiré ses déclarations antérieures, il avait même une chance d'échapper à une peine. Eddie le fou insistait sur le fait que sa première voisine avait simplement déménagé, trouvé une nouvelle famille et faisait carrière ailleurs, niant toute implication dans sa disparition. Le procureur a tenté de prouver le contraire. Dédé n'aurait pas pu abandonner si soudainement son travail avec des enfants spéciaux qui lui tenaient tant à cœur. Cette position était également partagée par le frère de la femme disparue. Il affirmait que sa sœur l'aurait certainement informé de tout projet de déménagement. De plus, toutes ses affaires étaient censées rester dans l'appartement. Documents, clés de voiture et même son animal de compagnie bien-aimé. Dans une confession vidéo montrée au tribunal, Charles a raconté que seule Rebecca était au courant de l'incident avec Dédé. Possiblement, la mère célibataire avait peur du voisin ou, comme dans le cas de sa propre fille, n'avait pas accordé d'importance aux signaux d'avertissement. Dans sa déclaration, Eddie a mentionné qu'il était sous l'influence de substances interdites lors des 2 incidents. En novembre 1995, les autorités judiciaires ont porté des accusations officielles contre Charles Riddish dans l'affaire de la disparition de Dédé Rosenthal. 3 ans plus tard, en décembre 1998, le tribunal l'a déclaré coupable des événements tragiques dans la famille Wertz. Jusqu'en mars 2001, il a accepté de faire des aveux sur les événements concernant Dédé dans le cadre d'un accord avec les enquêteurs. On s'attendait à ce qu'il révèle un lieu important pour l'enquête, mais au dernier moment, il a retiré sa déclaration de manière surprenante.
Ce changement soudain d'état d'esprit semblait inexplicable, mais le procureur soupçonnait autre chose. Probablement que l'ampleur des incidents était si importante que le suspect risquait des accusations supplémentaires. C'est pourquoi il a changé sa décision. L'accord avec les enquêteurs a été annulé, et à l'automne 2001, Charles Rady s'est à nouveau retrouvé devant le tribunal. Il a insisté sur le fait que la disparue était en vie et a mentionné une certaine Laura, qui était supposément cette femme. Les jurés ont considéré ces paroles comme un mensonge, et le fou Eddie a été tenu responsable de ce qui s'était passé. En 2002, le tribunal a prononcé la peine la plus sévère, mais en 2004, la Cour suprême du New Jersey a réexaminé l'affaire. 1 an plus tard, la peine a été modifiée à 30 à 60 ans, en plus de la réclusion à perpétuité dans l'affaire de la famille Wertz. Le lieu où se trouvait Dade est resté inconnu. Jennifer a commencé un nouveau chapitre de sa vie lorsqu'elle a déménagé chez sa cousine Shannon. Enfin, il y avait la possibilité de vivre tranquillement, sans souci ni peur. Elle est allée dans une école catholique et a rejoint l'équipe de Pom Pom Girls. Jennifer, qui avait traversé de dures épreuves, a obtenu une vie normale d'adolescente américaine. Amis, conversations, hobbies. Les parents en particulier ont aidé dans les premiers temps, alors qu'elle se remettait du stress vécu. Lorsque Jennifer est devenue adulte, elle a surmonté avec succès les conséquences du passé. Elle a fait carrière, fondé une famille et eu 2 filles. Souvent, elle se rappelait les décisions de sa mère qui avaient conduit aux tristes événements. Le frère de Dade, Blaine, malgré le fait qu'il n'ait pas retrouvé sa sœur, était satisfait que la personne qui avait causé tant de douleur soit derrière les barreaux. Au Canada, il a créé une fondation au nom de sa sœur qui aide les femmes ayant des problèmes domestiques. Beaucoup pensaient que Rebecca aurait pu se protéger elle-même et sa fille. Jennifer pensait que sa mère était tombée sous l'influence du fou Eddie, mais pour une raison quelconque, elle n'en parlait pas et continuait à l'endurer. On ne peut que supposer ce que Rebecca a traversé.